Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous sommes à Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Dans un instant, nous serons en compagnie d'un producteur de musique, un producteur d'événements sportifs prolifique, né à Yaoundé au Cameroun. Son nom est associé à l'organisation des plus grands shows de musique au niveau de la diaspora. Bertrand Torpedo est face à ECN et c'est tout de suite. Bertrand Torpedo, merci à vous de nous accueillir dans vos locaux. Nous sommes à Montmartre, à Paris. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci Eric. Enchanté et bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cet environnement qui est très atypique. On y voit beaucoup d'appareils. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cet atelier, Bertrand Torpedo? En fait, cet atelier, c'est un deuxième business que je possède. C'est un atelier de réparation d'ampli guitare. C'est un atelier de réparation d'instruments de musique, tout simplement. Donc j'ai acheté ça il y a quelques mois et donc on s'occupe de réparer les amplis. On a quelques musiciens connus, quelques stars et plein d'inconnus donc qui viennent ici faire réparer leurs instruments. Alors quand on parle de musique, c'est forcément votre passion depuis toujours? Oui, absolument, depuis l'adolescence même. Alors justement, en parlant d'adolescence, Bertrand Torpedo, c'est un nom qui est associé à tout ce qui est spectacle, tout ce qui est événement de grande envergure, que ce soit en France, en Europe et même en Amérique. Vous avez des origines camerounaises. Vous êtes ce qu'on appelle, on va dire, un hybride culturel, à la fois français et camerounais, mais né à Yaoundé. Voilà, je suis né à Yaoundé de mère camerounaise et de père français. Et c'est ce double héritage culturel, comment vous le vivez au quotidien, Bertrand Torpedo? Bon, moi je le vis bien, c'est génial. Au contraire, avoir deux cultures, c'est super. Ça permet justement d'avoir plus de connaissances, de s'intéresser à plus de choses. Et puis non, ça se passe très bien. J'ai vécu 7 ans au Cameroun. Des souvenirs de ces 7 années au Cameroun? Ouais, alors bon, c'était il y a longtemps maintenant, mais on a vécu à Maroua, mes frères sont nés à Bafia, moi je suis né à Yaoundé, on est de Saint-Mélima, on allait au village, on passait tous les étés au village, donc je connais presque mieux le Cameroun et le village que certains qui sont nés aujourd'hui, même à Yaoundé, qui n'y mettent jamais les pieds. Vous parlez un peu boulot? Non, pas un mot par contre. Alors, vous êtes arrivé en France, vous êtes installé en France aussi, des études, je pense que vous êtes passé par l'université d'Orléans. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait, j'ai une licence de droit, donc j'ai suivi des études de droit et... C'était le choix de la famille, c'était votre choix à vous? Bon, c'était un choix qui suivait la famille, puisque mon père, mes grands-parents avaient fait ça. Mais après, pendant mes études, j'ai découvert la musique, le monde professionnel de la musique, et puis bon, j'ai bifurqué dans la voie culturelle. Et vous avez été aussi animateur sur le choix d'antenne de Radio Campus Orléans pendant 4 années. Ouais, tout à fait. C'était vous avez flirté aussi avec la radio. Absolument, c'était mon premier contact avec le monde musical. Donc, je suis arrivé à la radio un peu par hasard. J'ai très rapidement eu 2 émissions. Et pendant 4 ans, c'était un plaisir de passer de la musique, de faire des chroniques et de recevoir des interviews. Et lorsqu'on parle de Orléans, il se dit que c'est vraiment à Orléans que tout est parti, parce que les premiers concerts, le goût de l'organisation des événements, tout part d'Orléans. Ouais, c'est ça. J'avais jamais fait ça, mais c'est il y a longtemps maintenant. J'étais étudiant. J'ai commencé à faire des concerts dans les bars, à amener le matériel, un peu comme n'importe qui ferait dans n'importe quelle place. Et puis très vite ça a pris. Puis ça m'a plu. Puis j'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé à manager des groupes d'Orléans et puis j'ai appris le métier entre guillemets comme ça quoi. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment à la tête d'une grosse structure, Torpedo Production, mais le chemin jusqu'à cette structure a été long. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur le processus? J'imagine que ça n'a pas toujours été facile, surtout qu'on est en France, où le secteur de l'événementiel, la production des spectacles est très très concurrentiel. Oui, alors moi j'ai eu la chance en fait de commencer à une époque où les structures fleurissaient en France. C'est-à-dire qu'en même temps que les salles de concert se créaient un peu partout, des gars comme moi on arrivait avec des artistes, des spectacles, et c'est vrai qu'il y avait une facilité à les vendre et à se faire un réseau. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui parce que il y a toujours autant de salles, mais il y a beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de professionnels. Donc ce qui compte dans le monde du spectacle, c'est 2 choses. C'est le réseau et l'expérience, parce que forcément avec l'expérience on devient de plus en plus bon, on fait de moins en moins d'erreurs et
et on est de plus en plus pro. Alors depuis 2010, Torpedo Création, enfin Torpedo Production a été créé. Vous avez 80 à 100 concerts par an, c'est énorme, c'est une grosse machine. Comment est organisée la structure Torpedo Production? Alors, on n'était pas si nombreux que ça, on était 4-5 au début. Un régisseur, une administratrice qui s'occupe aussi de la billetterie, de tout ce qui est social, parce que vous savez, en France, la partie administrative et la partie sociale, payer les taxes, payer les charges, etc., c'est très très important. Et d'ailleurs, la DRAC vous délivre une licence de producteur de spectacle si vous respectez tout ça. Et puis après, sur le niveau business, c'est-à-dire trouver les dates, produire les concerts, ça c'était mon boulot, et j'avais un assistant. Donc en gros on était 4 au départ, et puis aujourd'hui on est 6. Par contre quand on fait des concerts, on peut se retrouver à 10, 15, 20 en fonction des besoins. Mais comment vous arrivez, c'est quand même impressionnant, à vous déployer à la fois en Afrique, en Europe, en Amérique, à faire tourner des groupes africains, des groupes européens et des groupes asiatiques? Je sais pas. Moi, je suis un passionné, donc je fais ça tout le temps. Il faut beaucoup de passion. Ouais. Beaucoup de rigueur aussi. Beaucoup de passion, beaucoup de rigueur, beaucoup de mémoire quand même, parce qu'il faut se souvenir de tout ce qu'on fait. Et puis, avec l'expérience, quand on connaît les gens, vous savez, par exemple, quand je cale une tournée en Allemagne, moi, j'appelle mon tourneur allemand, j'ai besoin de 5 dates, c'est lui qui fait le boulot, en fait. Donc, mais il faut connaître cette personne, il faut avoir des plans B, on y arrive, hein, on y arrive. Alors, je propose qu'on regarde une petite vidéo qui nous donne un aperçu de ce que vous faites en termes de propositions de spectacles. Et c'est assez impressionnant, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça va des spectacles, des concerts de musique à des événements sportifs, de boxe notamment. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer pourquoi. On regarde, on se retrouve juste après. Smart, see my foot, up, down, around town, see my boots, my foot, them the what in it, junk shoes, like Banso man, I the fight for my hood, the ride, them the gossip, holla holla, no time for dirty fight, man, bala bala. Je débraque à bout de flic, à bout de flash. Je nie le cul du spliff, ni que du flash. J'ai le goût du risque, le goût du cash. T'as pas ton fils, t'as que du flash. Je débarque à bout de flic, à bout de flash. Bertrand Torpedo, c'est magnifique, c'est pratiquement toutes les cultures représentées. On a vu du Cameroun, on a vu la Corée, on a vu même la boxe aussi. Ouais, tout à fait. À un moment donné, j'ai commencé à me lancer dans le MMA. Vous savez, le free fight à l'américaine. Et j'étais le premier carrément à en faire en France. Et d'habitude, ça se faisait dans des gymnases. Moi, j'ai commencé à mener ça dans des salles de spectacle. Donc, j'ai pris la Cigale à Paris, on a mis la cage sur la scène, on a mis un écran un peu à l'américaine. Et on en a fait plusieurs. Ça s'est très très bien passé. Mais non, c'était exceptionnel et j'ai adoré faire ça. J'ai même été
vice-président d'honneur de l'association de MMA du Cameroun à un moment, parce que les gars là-bas m'avaient approché. Malheureusement, je n'ai jamais pu encore y apporter un événement digne de ce nom. Alors, on va revenir au Cameroun. C'est votre terre natale. On l'a dit, vous êtes né à Yaoundé. Le sang camerounais coule dans vos veines. Et dans votre parcours, vous avez eu l'occasion de travailler avec de nombreux artistes camerounais. On va citer les noms. Il n'y a pas de mal à citer les noms. Une belle expérience au finish. Oui. Même si l'aventure se poursuit. Alors non, c'était une belle expérience dans le sens où il y a plusieurs choses qui sont intéressantes pour moi. La première, c'est que artistiquement, il y a des musiques que j'adore. Moi, j'adore le makossa. J'écoute ça depuis que je suis tout petit, puisque ma mère écoutait ça. On a même encore les cassettes Télépodium en VHR à la maison. Et puis après, je me suis intéressé à certains artistes comme Sanfant Thomas, André Maritala, Petit Pays et d'autres. Donc j'étais très heureux de pouvoir les produire. Et donc voilà. Artistiquement, rien à dire, c'est super. Après, c'est vrai que moi l'avantage que j'ai, c'est que comme faut le dire, il se passe quand même pas grand chose au Cameroun, que ce soit au Cameroun ou pour les artistes camerounais en dehors du Cameroun. L'avantage que j'ai eu, c'est que je suis arrivé tout de suite avec une expérience, une technicité que rare avait pu voir. Donc tout de suite, les artistes avec qui j'ai travaillé se sont retrouvés dans des conditions pro et ont eu des spectacles, je pense, de qualité quasiment pour toutes. Donc, alors, je me souviens quand même qu'il y a eu une sortie de vous qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. À un moment, vous avez fait une déclaration, arrêter les collaborations avec des artistes musiciens camerounais. Ça a été quand même assez dur et lourd comme décision. Ouais. Ça a été dur. Alors, ça a été dur d'arrêter parce que artistiquement, j'aimais bien ce que je faisais avec les artistes camerounais. C'est quoi le problème en fait? Oh, il y avait trop de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes. Et on avait des problèmes avec le public. Vous savez, le public camerounais, c'est un public de soirée. C'est pas un public de concert. Il y a d'autres pays pour qui c'est des publics de concert. Nous, le public camerounais, c'est un public de soirée. Aller à un concert, c'est quelque chose dont elles ont pas l'habitude. Même si les artistes, on a du mal à aller au concert, c'est incroyable. Oui, bien sûr, il y a qu'à voir tous les concerts. Il y a aucun concert, par exemple, camerounais, où quand l'artiste affiche qu'il joue, la semaine suivante, c'est complet, ça n'existe pas. Donc, on a du mal à remplir. On a des artistes aussi qu'on met dans des belles salles et pour lesquelles on a besoin d'une espèce d'exclusivité. Mais on va retrouver qu'elle joue dans une soirée quelques semaines après, donc on a l'impression qu'on a fait des efforts pour les porter haut, mais que finalement, peu importe, c'est pas. Donc il y a eu un manque d'ambition aussi de la part de certains artistes, selon moi. Et puis c'était énormément chronophage, ça prenait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc non, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai préféré arrêter et aller et continuer à faire ce que je sais faire et qui est simple. Moi, je fais 80 concerts par an. Je peux pas avoir un ou deux concerts qui me prennent plus de temps que les autres. Mais de beaux souvenirs quand même avec les artistes musiciens camerounais. On a cité des noms tout à l'heure, X-Maléa, bien d'autres encore. En fait, je n'ai aucun mauvais souvenir sur scène. C'est-à-dire que tous les artistes camerounais que j'ai fait jouer sur scène, j'ai toujours aimé leur musique, j'ai toujours aimé les spectacles que j'ai vus. Il y en a plusieurs pour lesquels on a sorti des DVD. Donc non, de ce côté-là, c'est même une frustration en fait. Parce que de ne plus pouvoir les accompagner à travers l'organisation. De se dire que on a des musiques qui sont pas à leur niveau aujourd'hui. Moi, j'ai essayé de les amener à un niveau par l'organisation de ces concerts. Mais finalement, on a des musiques qui sont pas à leur niveau. On a un peuple et un public qui finalement se contentent de ça. Mais on a surtout des artistes qui en fait souffrent. Ça serait mentir que de se dire qu'un artiste camerounais aujourd'hui est heureux de ce qui se passe dans son pays, de sa condition et de tout l'écosystème de la musique camerounaise. C'est pas vrai. S'il y en a qui dit qu'il est heureux de ce qui se passe, j'y crois pas. Mais en tant qu'opérateur culturel, est-ce qu'il y a des plateformes qui existent aussi, qui vous permettent d'échanger avec d'autres dans le secteur pour essayer ensemble de trouver des solutions afin de changer cette situation? Parce que l'état des lieux, évidemment, n'est pas du tout réluisant.
l'artiste doit pouvoir vivre à travers des concerts aussi, à travers comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, comme ça se passe en Asie. On a vu le phénomène des K-pop, etc. Ouais. Mais pourquoi pas le Cameroun? Pourtant, sur le plan musical, il y a une richesse extraordinaire. Bertrand Torpedo, est-ce que vous discutez, est-ce que vous avez pu identifier d'autres acteurs aussi du secteur de la musique et discuter de ces problématiques-là? Oui, bien sûr. Vous savez, mon premier concert avec les Camerounais, c'était en 2014. On est en 2024. En 10 ans. Moi, je vous pose une question, Eric. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, à mon niveau, moi, je suis pas, j'ai pas 100 000 métiers. Je suis même pas label. Je suis pas ministre de la culture. Je ne suis pas délégué culturel, quoi que ce soit. Je suis producteur de spectacle. À mon niveau, j'ai pris des artistes que j'ai mis dans des salles. Et puis derrière, ça n'a pas suivi ou ça n'a pas été accompagné. Et donc aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il s'est pas passé grand-chose en 10 ans. Là où d'autres pays, on n'entendait pas parler du Nigeria il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il y a Ladé et bien d'autres vedettes du Nigeria. Voilà, donc bien sûr, j'ai fait des artistes kenyans, sud-africains, sénégalais. J'étais avec Youssou N'Dour. Bon, c'est encore autre chose. J'étais directeur technique de Youssou N'Dour il y a 10 jours. J'ai vu le business sénégalais de la musique. Mais au niveau du Cameroun, qui aujourd'hui a vraiment envie d'investir, sachant que derrière il n'y a pas les structures, voilà, c'est compliqué. Est-ce que les artistes vous le rendent bien? C'est-à-dire que c'est quand même des investissements extraordinaires. Vous avez donné de la visibilité à beaucoup de nos artistes. Vous avez permis à certains de pouvoir jouer dans les plus grandes salles parisiennes. Est-ce qu'ils vous le rendent bien, Bertrand Torpedo? Est-ce qu'on était un peu frustré au-delà de tous les efforts que vous avez pu déployer? Oui, il y a un peu de frustration parce que, alors, pas de l'animosité vis-à-vis des artistes, mais de la frustration parce que, pour moi, certains artistes sont malheureusement victimes du pays et de l'environnement dans lequel elles vivent. Donc, c'est-à-dire que on a l'impression finalement que on a la volonté, ils ont la volonté de grandir, mais on n'y arrive pas. On est toujours redescendu vers le sol. Vous savez, vous faites un Olympia, un Trianon, une grande salle, et puis vous retournez au pays. Qu'est-ce qui vous attend? Il faut vivre. Bien sûr. Il faut bien vivre. Donc, si vous attendez qu'on vous fasse faire le tour des stades du Cameroun ou qu'on vous fasse faire des podiums professionnels et incroyables, il y en a pas. Donc, on se retrouve à retourner dans les clubs, dans les boîtes de nuit, dans les mariages, etc. Et malheureusement, selon moi, cette proximité avec ce public fait que ça dévalorise les artistes et ça les empêche de devenir des stars. Voilà, donc c'est mon avis. Donc j'ai beaucoup d'artistes qui m'appellent tout le temps. Il se passe pas une semaine sans que j'ai un artiste camerounais qui m'appelle, soit qu'on n'a pas encore travaillé, qu'ils aimeraient bien, soit qu'on a déjà travaillé ensemble et puis que ils essaient de prendre la température pour voir si on peut pas refaire quelque chose ou de me demander des conseils. Mais ouais, je reste toujours à l'écoute de ces artistes. Donc, mais dans l'immédiat, on n'envisage pas de nouvelles productions autour des artistes musiciens camerounais de la part de Torpedo Productions pour l'instant? Non, pas pour l'instant. C'est vrai qu'en 2017, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était, ça m'a fait mal. Et finalement, j'ai quand même fait 2 artistes entre-temps qui me tenaient à cœur. Donc je suis revenu un petit peu sur ce que j'ai dit, mais la différence, c'est que cette fois, au lieu de faire des artistes populaires du moment ou populaires, j'ai fait des artistes que moi personnellement j'avais envie de faire. C'était les noms. Oui, bien sûr. Il y a eu le Général Valsero au Zénith, qui a été je crois un succès extraordinaire. Et il y a eu Caresse Fotso récemment à l'Alhambra, sachant que pour moi Caresse Fotso c'est peut-être la meilleure artiste, là, c'est la meilleure musicienne, c'est la plus grande artiste peut-être du Cameroun et d'Afrique à l'heure actuelle. On sous-estime la force et le talent de cette fille, et je suis très content que l'Alhambra ait pu mettre en lumière toute la force de cette fille, et donc du pays d'où elle vient. Je propose qu'on regarde une vidéo, pas de Caresse Fotso, mais d'un autre artiste aussi pour qui vous avez beaucoup de respect et d'admiration. C'est un des doyens de la musique camerounaise qui a su exporter son talent au-delà des frontières nationales. D'ailleurs, il a été au Kenya, peut-être grâce à Torpedo Productions. C'est Sam Fantoma. Belle histoire avec Sam Fantoma. On regarde et on se retrouve juste après.
don't live. Sing on Donnie, come on do it. Company, somebody, come on do it. Company, somebody. Let me go, let me go, let me go, Lena. Alors, on vient de regarder ce clip C1 sans Fantôma 4.0 finalement. On l'avait tuné, on va le dire comme ça. Oui, on a été un peu en avance en fait avec ce clip apparemment. Ça a surpris beaucoup de gens. Le public était pas spécialement prêt. Absolument rien à voir avec le Makassi habituel de Sans Fantôma. Non. Et ce qui est marrant, c'est son plus électro, plus techno. Plus... Ouais. Et la musique vient de Sans Fantôma. C'était une idée à lui. Moi, j'ai trouvé ça. Vous savez, moi, j'aime bien aussi être faire les choses avant tout le monde, essayer de développer. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était une super chanson qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès sur les plateformes musicales. Mais qui était trop en avant par rapport à son pays. Hein, les gens ne se sont pas retrouvés, ne se sont pas reconnus, mais c'était comment dire,
C'était un bel essai. Avec un casting de danseurs quand même bien particulier. Là, c'est clair, le message est clair, on touche un public plus large, on sort du Cameroun complètement. Bien sûr, c'était aussi l'idée. C'était vraiment d'exporter, d'avoir un mélange musique camerounaise avec musique occidentale, et puis d'essayer de toucher d'autres publics, bien sûr. Alors revenons un peu plus sur votre métier au quotidien. C'est un secteur qui est plutôt bien réglementé en France parce que au Cameroun, beaucoup se disent organisateurs de spectacles, beaucoup se disent managers d'artistes et tout. Vous avez certainement une expérience avec tout ce monde-là. Alors en France, quand on arrive à organiser des spectacles dans des salles telles que l'Olympia, le Trianon, comment ça se ficelle tout cela? Est-ce que moi je peux décider d'aller frapper aux portes de l'Olympia et dire ok, je suis Eric Christiania, je souhaite produire un artiste à l'Olympia? Comment ça se passe? Alors vous pouvez toujours essayer, mais en fait c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous savez, je vais vous donner mon expérience. Moi, je suis arrivé à Paris il y a 20 ans, à peu près 2003, et pour commencer à taper aux portes de l'Olympia, du Trianon, il a fallu que je commence à organiser des concerts dans des salles plus modestes, mais des salles respectées et reconnues. Donc j'ai fait des salles comme la Boule Noire, le Trabendo, la Maroquinerie. Donc on était sur des jauges de 300, 800, etc. Et ça se passait bien. Et vous savez, tous ces gens, les organisateurs de salles, ils regardent ce que vous faites. C'est-à-dire que, et puis à un moment, quand j'ai commencé à taper à la porte de l'Olympia, j'ai pu leur dire, voilà tout ce que j'ai fait avant, sachant que moi je venais de province, d'Orléans, donc j'étais pas du milieu. Et ils m'ont dit, ok, voilà la salle. Ils m'ont bien surveillé, ça s'est très très bien passé. Après, je suis allé au Trianon, etc. Et puis un jour, j'ai fait mon premier Zénith. Donc je suis allé au Zénith, je leur ai montré ce que j'avais fait, et puis le concert du Zénith s'est extrêmement bien passé. Et à partir du moment où vous avez acquis une expérience et surtout un respect de toutes ces salles-là, il y a aucun problème. Et donc, quand moi j'arrive en 2014 pour faire X-Malé à l'Olympia, c'est facile pour moi d'aller voir l'Olympia et de leur dire j'ai besoin de faire un artiste camerounais, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est facile pour moi d'amener Petit Pays au Trianon ou Valsero au Zénith. Il y a une confiance qui est établie déjà. Complètement. Dans il y a une confiance et puis surtout, outre le respect de la salle en termes techniques et artistiques, en termes d'horaire aussi, on paye la SACEM, on paye le CNM, on paye les charges sociales. Donc tout ça fait que on sait qu'on peut nous faire confiance. On n'a plus de nouvelles de Palapala Musique, le store dédié aux artistes musiciens africains à Paris. Que devient Palapala Musique? Alors Palapala Musique finalement existe toujours. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, ils ont un petit peu de visibilité aussi, hein. Mais ils ont surtout changé l'activité en fait. Palapala Musique, c'était une boutique, comme vous le savez, dédiée à la musique africaine et plus particulièrement la musique camerounaise. Mais malheureusement, le timing n'était pas bon puisque j'ai ouvert la boutique en même temps que le même mois que les attentats, vous savez, du Bataclan. C'est-à-dire au moment où la musique a subi son temps mort le plus fort de tout le temps, puisqu'après les attentats, pendant un an, c'était très compliqué, les concerts, la musique, les gens n'avaient pas le moral. Après, bien entendu, c'était plus une vitrine pour que les gens puissent venir avoir un endroit pour vendre leur musique. On faisait des showcases, mais c'était chronophage, c'était pas si rentable que ça. C'était une très belle initiative, mais malheureusement, ça nous a pris trop de temps. Le public, une fois de plus, n'achetait pas de CD. Le public n'achetait pas de CD, mais c'était pas vraiment si important que ça. On avait d'autres moyens les showcases où la buvette permettait entre guillemets de se suffire, sachant que mon activité c'était producteur de spectacle, mais c'est surtout que c'était beaucoup de temps. 80 concerts. Plus la gestion d'une boutique comme celle-ci, c'était trop fatigant. Et en finissant, je dis que vous avez beaucoup d'énergie, Bertrand Torpedo, parce que pouvoir être sur tous ces fronts-là, ça nécessite quand même une organisation personnelle assez particulière, certainement une hygiène de vie. Comment vous vous organisez à titre personnel? Là, je rentre un peu dans le côté jardin. Alors moi déjà j'ai 3 enfants, donc vous savez le côté je ne me repose entre guillemets jamais. C'est-à-dire que quand je travaille pas, j'essaie de m'occuper de mes enfants.
ou d'autres projets ou d'autres business, parce que moi, j'adore être en activité, j'adore créer des choses. Parfois ça échoue, mais ça fait partie de la vie de tout entrepreneur. Mais ce qui compte, c'est d'avancer. Donc j'essaie d'avoir une hygiène de vie correcte. J'essaye de pas faire d'excès. Je suis pas quelqu'un qui se couche tard. Je vais pas trop en boîte de nuit, des choses comme ça. Bon, j'ai plus l'âge non plus. Mais après, c'est de l'énergie surtout, c'est de la volonté, c'est de la passion. Et puis quand les résultats sont là, c'est extrêmement agréable. Est-ce que vous intégrez la dimension transmission, des compétences, préparer la relève aussi, parce que forcément, il arrivera un moment où Torpedo, c'est-à-dire que pouvoir donner la chance aussi aux jeunes de pouvoir intégrer cet univers très concurrentiel, surtout en France. J'ai toujours pris des stagiaires, j'ai toujours embauché des personnes pour travailler avec moi. En France, c'est pas compliqué parce que c'est le rêve de beaucoup de jeunes de faire ça. Maintenant, il faut trouver la personne qui comprenne que le monde du spectacle, c'est pas seulement les paillettes, les tapis rouges et les strass. C'est surtout et avant tout 95% de dur travail, à être derrière son ordinateur, appeler du monde. Et en fait, c'est 95% du temps, c'est gérer les problèmes. Et les 5%, c'est le spectacle et prendre plaisir. Donc, il faut surtout avoir ces personnes qui comprennent cette mentalité. Mais sinon, oui, bien sûr, c'est le but de transmettre. C'est une activité forcément lucrative. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Bertrand Torpedo, sur le plan financier, ça va, on se plaint pas? Bon, la musique rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup. La musique coûte beaucoup d'argent. Oui, il rapporte beaucoup d'argent. Il rapporte beaucoup d'argent, donc à la fin, il reste plus grand-chose. Non, mais en gros, ce qui compte, c'est surtout que c'est de pas être dans le besoin. C'est-à-dire que il y a une différence entre être très riche et une différence entre ne pas être dans le besoin. Je suis pas dans le besoin. C'est-à-dire que si demain je veux prendre un billet d'avion pour le Cameroun ou pour le Japon ou pour New York, je suis pas obligé d'économiser 6 mois pour y arriver. Voilà. Maintenant, je suis pas malheureux. Donc, on a compris. On va pas insister dessus. On a compris. Bertrand Torpedo, il se suffit. Voilà, on va dire comme ça, grâce à la musique. Ouais. Je ne fais que ça, ouais. Alors, il y a ce phénomène aussi qui m'intéresse beaucoup, et je pense que vous faites partie de ces acteurs qui participent à populariser ce phénomène en France. C'est le phénomène de la K-pop. Ah. Ouais, c'est extraordinaire. Absolument. Ouais, alors la K-pop, c'est la Korean pop. Donc c'est des boys bands et des girls bands coréens. C'est tout simplement magique, hein. Et vous savez, j'ai été le premier à en faire en Europe. Alors j'ai pas été le premier en France. En 2012, il y a eu un concert en France, et en 2013, j'ai monté la première tournée européenne de K-pop. Et justement, la raison pour laquelle je vous pose la question sur ça. Alors, un jour, j'ai entendu parler de ça. Je suis parti en Corée. Je connaissais personne. Je suis allé frapper aux portes des maisons de disques. J'en ai fait une dizaine, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, attendez, on va vous recevoir. Et ça s'est fait 1 an après, je crée ma première tournée de K-pop. Et ça marche plutôt bien. À votre avis, qu'est-ce qui explique justement le succès de cette déferlante K-pop, surtout en Europe et même en Afrique aussi, parce que de plus en plus les jeunes Africains sont friands de tout ce qui vient d'Asie. Je vais vous raconter une anecdote. La culture asiatique. En 2013, quand je fais ma tournée de K-pop, Roger de X-Malaya est à Paris et je l'invite à venir voir le concert. C'était au Bataclan. Je crois qu'il était émerveillé. Il avait jamais vu ça en fait. Une ferveur du public, un professionnalisme et justement un public pas forcément asiatique. Non, un public occidental. Et Roger me dit, me rappelle quelques mois plus tard en me disant, je veux qu'on aille faire l'Olympia et je veux un grand concert, si possible avec le même niveau que la K-pop. Et c'est pour ça que vous avez eu le concert de X-Malaya à l'Olympia qui a été une réussite technique extraordinaire. Des souvenirs de cette organisation. Hein, je m'en souviens comme si... Je propose qu'on regarde quelques images de X-Malaya. Donc, c'était un moment magique. C'était toutes les communautés camerounaises rassemblées autour de X-Malaya. On regarde quelques petites images.
Without her strength, without her love, we are nothing. We can do nothing. So please, listen, listen, Elle est si jolie, belle femme africaine. Je vous la présente, ma très très chère maman. Elle est mon refuge, cette beauté africaine. Oh, sans elle je me sens faible. Oh, yo, oh, yo. Qui t'aime, ça y a déjà mon timé. Aïe, maman, aïe, maman, malira, auquel il va t'en yara. Ma télé, même voyé. Nyambe, son, tira, maman, yeah. Qui t'aime, qui t'aime, maman, calme, ton, Voilà, alors quand vous regardez ces images, qu'est-ce que vous dites? Ah bah c'est, je suis ému en fait, beaucoup d'émotions parce que c'était mon premier concert avec les Camerounais.
C'est le premier concert à l'Olympia que je faisais avec des artistes africains. Roger et les X-Malia, c'est quand même des amis. Il faut savoir, pour la petite histoire, que c'est ma mère et la mère de Roger qui nous ont présenté parce qu'elles étaient collègues de travail. D'accord. Mon fils est chanteur, mon fils est producteur, donc l'histoire. La connexion s'est faite. Ouais, ça s'est bien fait. Et puis de réussir ce concert-là, parce que si vous regardez ce concert, on est sur un niveau Tyler Swift, Lady Gaga. Alors c'est l'Olympia bien sûr, mais faut savoir que les X-Malia sont quand même sortis du sol. Pour arriver sur scène, qu'il y avait une vraie magie, il y avait des artistes invités incroyables, Feu, Manu Dibango, Samuel Eto'o, d'autres artistes, etc. Donc c'était incroyable, et il y a eu aucune fausse note sur ce concert. Vraiment, c'était parfait. Et puis aussi, on a eu un autre grand moment pour la communauté Ekanfan Beti. C'est un spectacle aussi qui a rassemblé cette communauté, même au-delà du Cameroun, parce que c'est un grand regroupement ethnique qu'on retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale. Parlez-nous un peu, ça a été une belle expérience pour vous finalement. Imaginez si on avait dit à ces chanteurs, vous allez jouer à l'Olympia. Je pense que personne, aucun d'entre eux, il aurait vraiment. C'était une délégation, Ouais, il y avait plus de 20 artistes sur scène. Ouais. Donc c'était pas un pari fou à cette époque-là, un peu. C'était pas un peu osé à cette époque de ramener autant d'artistes appartenant à cette ère culturelle ici à Paris. Alors, moi j'ai pas trouvé que c'était un pari fou. Parce que finalement on l'a fait, ça s'est bien passé et il n'y a pas eu vraiment de soucis. Alors en plus l'avantage c'est que les artistes sont arrivés. Les musiciens que nous avions connaissaient déjà un peu le répertoire. Pour être sincère, c'était assez facile. C'était pas si compliqué que ça d'organiser ce concert sur le plan technique, logistique. Après, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Il faut y avoir des timings. Mais si vous voyez en Europe, par exemple, vous pouvez aller sur un festival et sur la même scène, vous allez avoir 20 artistes par jour. Et vous allez voir qu'il y a 10 minutes seulement de changement de plateau entre deux artistes. Parce qu'en fait, quand vous êtes bien équipé, que vous avez des pros qui savent exactement que faire, comment gérer les timings, il n'y a aucun problème. Je propose qu'on regarde un extrait justement de ce concert Ekanfan Beti, une production de Bertrand Torpedo. C'était à l'Olympia de Paris. Face à ECN, Bertrand Torpedo, les projets, évidemment, vous en avez plein dans vos boîtes à idées, ça se poursuit, ça continue. Alors les prochains challenges?
Ah, bah alors là, on va rentrer un petit peu dans une chose que j'ai quasiment jamais fait, c'est la production artistique. C'est-à-dire que pour la première fois, je vais m'occuper de manager et de produire 3 artistes. Et qu'on prend entre guillemets quasiment à zéro et dont on va essayer d'amener à des sommets. On peut avoir des noms? Oui, alors je vais vous en citer 2 sur 3 parce que le 3e c'est encore en négociation. Il y a Isaac M. Isaac M, c'est un Congolais qui fait du gospel et qu'on a rencontré récemment. Je produisais la tournée de Dena Mwena. Il est venu nous voir et c'est un type très sympa et qui a une forte marge de progression. Et il y a une autre Congolaise qui s'appelle Blanche Mfia qui, elle, a une voix extraordinaire et avec laquelle on a pas mal de projets. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas des grands artistes. Ce sont des artistes en devenir, mais on va essayer de les lancer. Et c'est ça le challenge justement, parce que finalement, pour pouvoir se déployer au quotidien, il faut de la motivation. Et la motivation aussi, c'est d'aller chercher ces no-names et en faire des lumières. Sachant en plus que nous, on vise pas le single, on vise pas le one shot, hein, on vise vraiment la carrière. L'idée, c'est de créer des carrières qui font que dans 5, 10, 15 ans, ils sont encore là. Et avec avec d'autres opérateurs installés ici en France, je parle pas d'opérateurs africains, comment ça se passe? On sait que l'industrie musicale aussi a été touchée par beaucoup de problèmes aussi. Il y a eu Covid, il y a eu aujourd'hui c'est un peu compliqué. Comment ça se passe? Il y a les maisons de disques aussi qui ont fermé. Alors comment vous arrivez aujourd'hui? Comment ça se passe avec d'autres homologues? Bon, moi j'ai l'avantage de l'expérience. Tiens, c'est un slogan d'ailleurs. Non, j'ai l'avantage de l'expérience, c'est-à-dire que comme je fais ce métier depuis 26 ans, que je connais tous les acteurs culturels ici, on tombe. Mais à partir du moment où on est sérieux, respecté, on peut tomber et on peut compter sur nos amis acteurs pour nous relever à partir du moment où on a été correct avec eux. Tomber, ça arrive à tout le monde. Hein, se planter sur une production, se planter sur un artiste. En plus, quand on voit ce qu'on a vécu les 10 dernières années, les attentats, le Covid, c'est vrai que on a vécu des coups durs. Donc non, moi je pense que j'ai confiance, je pense que j'ai aucun souci. Tous les jours, il y a des artistes qui nous contactent pour travailler. Après, au niveau de l'industrie, oui, il y a quand même eu des choses qui ont changé. Comme je l'ai dit en début d'émission, moi quand j'ai commencé, les salles achetaient des spectacles facilement parce que elles en avaient besoin pour alimenter leur programmation. Aujourd'hui, les salles font leur choix parmi la multitude de spectacles qu'on leur propose. Et les producteurs sont débordés d'artistes parce que forcément, il y a 20 ans, pour enregistrer un son, il fallait aller dans un studio qui coûtait très cher, avec des professionnels. Il fallait trouver un moyen de le presser soit sur vinyle, soit sur disque. C'était pas à la bourse de tout le monde. Et même la promotion. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait prendre il fallait faire des copies des CD, les envoyer avec une bio par la poste. Alors qu'aujourd'hui, hop, vous achetez ça là pour quelques dizaines d'euros, vous achetez ça pour une centaine d'euros, quelques enceintes, hop, un micro, un ordinateur, et de chez vous, non seulement vous faites votre son, mais toujours de chez vous, vous le distribuez. À travers le monde. À travers le monde. Donc c'est une époque extraordinaire. Et de chez vous gagnez de l'argent à travers les streamings et tout ça comme ça. Absolument. Et donc et l'industrie musicale nouvelle fait en sorte qu'en plus vous pouvez gagner de l'argent si vous travaillez bien, vous pouvez monétiser, etc. Absolument. La seule chose qui reste un petit peu compliquée dans cet univers, c'est le live. C'est-à-dire que créer la musique, la distribuer, faire sa promotion, ça coûte moins cher aujourd'hui et c'est accessible à tout le monde. Faire du live, forcément, ça sous-entend que quelqu'un vous achète le spectacle ou que vous produisez vos spectacles. Et ça nécessite une vraie connaissance. Alors tout à l'heure, on a parlé de Roger, Ex-Baléa, on a cité quelques noms. C'est juste pour vous titiller un tout petit peu en même temps. C'est pour comprendre, est-ce que voilà, dans toutes ces transactions, finalement, il y en a qui sont des potes à vous, des amis avec qui vous entretenez des relations particulières parmi tous ces artistes avec lesquels vous travaillez? Ouais, bien sûr. Avec qui vous partagez d'autres centres d'intérêt?
Complètement. Moi, quand je vais au Cameroun et que j'appelle certains, forcément, on va manger, on va boire, on va sortir. Bien, ouais, il y a des artistes avec qui ça se passe bien. Vous parliez de Sanfan Thomas tout à l'heure. Figurez-vous, c'est lui qui m'a invité au Kenya. Il était sur un festival et il m'a dit Torpé, est-ce que tu veux venir avec moi? Comment on peut refuser ça? Donc j'y suis allé. Oui, j'ai de très bonnes relations avec beaucoup d'artistes. Hein. Et ces artistes qui nous regardent en ce moment sur ce CIR-TV, s'il fallait leur donner un conseil pour être compétitif aussi sur le marché international, pour pouvoir captiver l'attention des programmateurs, l'attention des tourneurs, des producteurs, ce serait quoi le conseil? Parce que vous avez de l'expérience, vous avez l'expérience avec les artistes ouest-africains, on parlait du Sondo tout à l'heure, les artistes américains, les artistes asiatiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces artistes musiciens camerounais, voilà, qui rêvent aussi d'avoir de belles carrières à l'international? En fait, c'est une question sans réponse. C'est-à-dire que j'ai pas de, je n'ai aucune, j'ai aucune réponse qui soit parole d'évangile. C'est-à-dire que même si un artiste décide de faire de telle sorte, vous savez, on ne peut pas être seul. Il faut le public, il faut des tourneurs, il faut des labels, il faut des producteurs, etc. Donc, un artiste est soumis à tout un microcosme de personnes qui vont l'aider à se développer. Alors, bien entendu, un artiste peut s'enregistrer, sortir sa musique, etc. Mais moi, ce que je souhaiterais dire aux artistes, c'est de ne pas se brader. C'est d'essayer de ne pas se brader. Et quand je dis que c'est une question avec sans réponse, demander à un artiste au Cameroun de ne pas se brader, c'est-à-dire que de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Mais on est au Cameroun, il faut vivre, il faut rentrer de l'argent, vous voyez. Ne serait-ce que, je parle même pas de vivre, je pense que faire sa musique, le prix que ça coûte, etc. Il faut rentrer de l'argent. Donc quand dans un pays comme le Cameroun, les possibilités de gagner de l'argent ne sont que d'aller faire des spectacles en boîte de nuit, dans des mariages, etc. Des funérailles aussi, des fois. Les funérailles, bon... Comment voulez-vous que je puisse donner un conseil à un peuple alors qu'ils sont dans une situation qui est totalement dans l'impasse? Donc moi, j'aime pas donner de leçons aux Camerounais parce que c'est compliqué. Il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de matériel ou de matériel correct. Ou alors, quand on vous dit qu'il y a, vous savez comment ça se passe, on arrive, ça marche pas, ou il y a pas, ou c'est cassé, etc. Donc non, je serais bien arrogant de donner des conseils aux Camerounais. Là, c'est quelque chose. Ce que je peux leur dire, par exemple, c'est continuez à faire votre musique et surtout faites ce que vous aimez. Ne faites pas la musique un tel parce que vous pensez, parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. Moi, vous savez, par exemple, il y a un mouvement, le Mbolé. Moi, j'ai regretté que le Mbolé ne perce pas plus, parce que le Mbolé, c'est un mouvement 100% camerounais. C'est une musique urbaine, jeune, qui malheureusement n'a pas pris plus que ça. Peut-être parce que les jeunes qui faisaient cette musique, ils étaient tout jeunes et il n'y avait pas forcément de professionnels qui s'intéressaient à ça. Peut-être aussi parce que les jeunes qui faisaient cette musique, très rapidement, moi il y a quelques noms qui me sont venus en tête, ont pris la grosse tête et tout de suite sont allés se cramer alors que c'est un mouvement ultra intéressant. Un peu comme le coupé décalé en Côte d'Ivoire, ouais, bien sûr. Le mouvement d'Idi Arafat, etc. Bien sûr, c'est même un mouvement qui aurait pu être comme le reggae 100% camerounais, qui aurait pu influencer d'autres pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette musique ne perce pas plus alors que tous les jeunes du Cameroun la dansaient et la chantaient? Je ne sais pas. Moi, ça m'a intéressé. Et puis après, sincèrement, humainement, quand j'ai vu les acteurs qui étaient autour de ça, je me suis dit, ça va être encore des mots de tête. Et c'est dommage. Je l'écoute, c'est tout. C'est dommage, c'est dommage. Alors, Bertrand Torpedo, on va bientôt se quitter. Vous écoutez quoi comme musique en général? Moi, j'écoute de tout. J'écoute du rock, du rap, de la musique africaine. Donc, je m'intéresse à tout. Des goûts musicaux très éclectiques. Ouais, absolument, ouais. Et voilà, quand vous n'êtes pas en production, qu'est-ce que vous faites? Vous vous occupez de vos garçons, de vos enfants? Moi, je suis un passionné de moto et de voitures. D'accord. Alors, pas de voitures bling bling, mais j'adore les véhicules anciens. Donc, je vais souvent faire de la moto. Je vais à des concentres. Je rêverais d'avoir une collection de véhicules anciens.
Donc et puis bon, après je m'occupe de mes enfants aussi. Je voyage, j'aime bien ça. Donc même quand je suis pas en tournée, j'aime bien voyager aussi. Donc non, je suis quelqu'un qui je m'ennuie pas. Et au Cameroun, généralement quand vous êtes au Cameroun, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous vous occupez à quoi? Alors la dernière fois que je suis allé au Cameroun, je me suis occupé de gérer tout le concert de Fally Ipupa au stade Bépanda. Ouais, le fameux concert qui a défrayé la chronique. Voilà, c'est ça. Alors ce concert défrayé la chronique caché, pour certaines raisons. Voilà, caché de Fally. Moi, j'ai été là pour m'occuper de la technique et je pense qu'on a fait un concert extraordinaire. Tout le monde est venu me voir en me disant que c'était la meilleure production dans un stade qu'il y ait jamais eu. Et c'est tout ce qui me... Mais qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette polémique au sujet du cachet alloué à l'artiste Fally Ipupa? Parce que vous l'avez relevé tout à l'heure, le problème justement au Cameroun, c'est que beaucoup d'artistes n'arrivent pas à vivre de leur art. Peut-être parce qu'ils se bradent. Il y a toujours à chaque fois ce problème de cachet qui se pose. C'est-à-dire que on organise un spectacle au Cameroun, on fait venir des artistes internationaux et à chaque fois en termes de cachet, c'est pas j'ai un peu suivi ça forcément puisque j'étais dans le concert. Le problème n'était pas un problème de cachet. Parce qu'en fait, un producteur a le droit de donner le cachet qu'il veut à l'artiste de son choix. Le problème était qui versait ce cachet et dans quelles conditions. C'était un sponsor, une compagnie téléphonie qui avait eu le soutien de pas mal d'artistes camerounais à un moment donné, et je crois que c'est plutôt ce côté-là qui n'a pas plu, parce que certains artistes ont bien entendu dit Fally, on n'a rien contre toi, on a un problème avec l'origine et la manière dont ce cachet a été versé. Je crois que c'était ça surtout le souci. Mais bien entendu que si ça avait été un promoteur privé, personne n'aurait rien eu à dire. Alors, on aime toujours polémiquer, bien sûr. Mais vous savez, Fally Ipupa, c'est un bon exemple de réussite. Et effectivement, moi, je souhaite que n'importe qui au Cameroun ait cette réussite. Le problème du Cameroun, c'est que si quelqu'un commence à avoir de la réussite, que va-t-il se passer? On va essayer au lieu de l'accompagner et que cette personne tire d'autres personnes dans un esprit positif, au Cameroun, on va essayer de stopper son envol. C'est la particularité de notre pays. On va dire qu'il est arrogant, on va dire que ceci, que cela, voilà. Donc, on va trouver des raisons pour l'abattre en plein vol. Il y a toujours des manières de polémiquer au Cameroun, malheureusement. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Bertrand Torpedo. On n'a pas vu le temps passer. On a beaucoup parlé de Caresse Photo et je pense que ce serait intéressant de terminer cette émission avec Caresse Photo sur scène. C'est une valeur sûre, ça on l'a dit, on est fiers de ce qu'elle fait. Et vous avez parlé de son dernier spectacle avec tellement d'emphase, tellement de... Voilà. Caresse Photo, moi je suis très heureux de l'avoir fait, de l'avoir produite, mais en même temps je suis comme tout le monde. Je l'ai découverte à l'Alhambra. Je l'ai vraiment découverte à l'Alhambra. Et à l'Alhambra, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'est-à-dire que elle sait jouer de tous les instruments. Elle pouvait même jouer la batterie si elle voulait. Elle sait jouer de tous les instruments. Elle sait chanter. Elle fait de l'entertainment. Au niveau du costume,